On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit l'athlète féminine de l'année dans le Haut-Richelieu. Mais d'abord, lui, il est auteur. Et son dernier livre, ça porte sur Samuel de Champlain, le visionnaire. Cet auteur joannais nous arrive avec un nouveau livre. Il s'agit de Viateur Lefrançois. Et ce nouveau livre, c'est Samuel de Champlain, le visionnaire. Viateur Lefrançois, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. On est rendu à combien? En fait, c'est mon 23e, donc. 23e à vie? Oui, oui. Pour mes 30 ans de littérature, à peu près, c'est à peu près ça. Là, Mais on a eu souvent droit à des ouvrages à caractère historique. Ça reste un leitmotiv important. Ah oui, absolument. D'abord, j'aime beaucoup l'histoire. Hein, souvent, les gens me demandent si je suis un historien, mais j'aurais bien aimé. Ça, je dois dire, c'est avoir eu le choix quand j'étais jeune. C'est sûr que c'était un bon choix. Mais en même temps, ben, c'est extraordinaire l'histoire. Hein, quand on s'y met, là, on découvre tellement de choses. C'est ça qui est intéressant dans l'histoire. Qu'est-ce qui vous a piqué dans l'histoire, dans des personnages comme Samuel de Champlain? Qu'est-ce qui vient vous chercher? En fait, c'est la découverte de faits extraordinaires. Tu sais, on comprend ce qui nous arrive aujourd'hui, on le comprend en lisant ces livres-là, mais en même temps, quand on fait nos recherches, c'est ça qui... C'est aussi intéressant à faire les recherches que l'écrire, hein, je dois dire. C'est beaucoup ça. Bon. Quand on tombe dans des romans à saveur historique, qui m'a toujours un peu fasciné, et qu'on lise des ouvrages qui portent sur le Québec ou des pays d'Europe ou peu importe, on se rend compte que d'une génération... Oui, il y a des choses qui changent, mais il y a des choses... L'humain, il ne change pas tant que ça toujours. L'humain reste l'humain. Je veux dire, même si on est 200-300 ans ou 500 ans en arrière, les fondements même de l'humanité sont là. Ah oui, absolument. Puis c'est encore plus vrai pour nous, je pense. Quand même notre peuple a eu quand même un début glorieux avec la Nouvelle-France, hein, pendant 200 ans. Là, Après, ben, c'est la conquête, c'est le régime britannique, l'acte d'union qui était fait pour nous assimiler, et le Canada, finalement. Donc, pour nous, qui a à peu près 400 ans d'histoire, c'est sûr qu'on découvre beaucoup de choses, mais en même temps, on voit que, oui, les choses reviennent. C'est souvent les mêmes histoires, c'est pas les mêmes hommes, mais il y a un but là, dans ça. Ouais. Qu'est-ce qui n'a pas été dit ou écrit sur Samuel de Champlain? Alors, je pense que tout a été dit. La seule chose qu'on n'a pas trouvée, c'est sa tombe, finalement. Mais oui, sauf que il y a tellement... Sa vie est tellement extraordinaire, tellement complète, avec des aventures extraordinaires. Hein. C'est ça qu'on découvre, qu'il y a beaucoup d'historiens qui n'ont pas tout dit, parce qu'il y en a trop. Donc, chaque livre est pratiquement une nouveauté. Morceau, hein, oui, exactement. Oui. Champlain, ce qui est intéressant, c'est la découverte de différentes cultures. Hein. Et moi, ça, je l'ignorais, c'est quand il arrive en 1603, il y a une grande fête à Tadoussac, justement. Donc, il y a les Inuits, donc les Montagnais, les Algonquins, les Abénaquis. Les Hurons vont venir plus tard. Il y a une grande fête et c'est là que Champlain obtient la permission d'établir une colonie. Et donc, ça aussi, c'est intéressant parce que c'est le seul Européen, en fait, qui a obtenu la permission d'obtenir une colonie. Les autres ont pris la place, tout simplement. Donc, ça aussi, c'est intéressant pour nous, là, comme peuple. On est ici parce qu'ils nous ont donné un territoire. Tu sais. Et le territoire, il était vide. C'est entre Québec et Montréal. Il y avait plus d'Autochtones. Il n'y avait pas d'Autochtones à cette époque-là. Donc, en quoi Samuel de Champlain était-il un visionnaire? Parce qu'il voulait... ça, il a consacré sa vie, hein, de 1603 à 1635 jusqu'à sa mort. Il a consacré sa vie à créer il voulait un pays français en Amérique. Et ça, c'était ça. Il voyait, lui, beaucoup plus loin je pense, que d'autres, dont probablement les nobles français aussi, les nobles, toute la cour et tout ça, il ne voyait pas si loin que ça. Et lui, c'est lui qui a forcé vraiment tous ces gens-là, le roi, les deux rois qui ont vécu, dont Henri IV, qui était son protecteur, qui
qui a financé ses voyages et tout ça. Les rois les soutenaient, mais il fallait qu'ils négocient tout le temps. Et lui, il voulait créer un pays de langue française. Bon, souvent, nous, au Québec, quand on pense à Samuel de Champlain, on pense à nous, le Québec, ou la ville de Québec. Ouais. Mais pourtant, Samuel de Champlain, il a aussi parcouru l'Acadie, même les côtes de la Nouvelle-Angleterre. Donc, ce n'est pas que le Québec. Donc, Samuel de Champlain a eu une influence également sur d'autres pans de l'Amérique du Nord. Ah oui, surtout en Ontario, Champlain est très populaire. Hein. C'était le premier Blanc, finalement, ou le premier explorateur à aller en Ontario, le lac Huron, le lac Ontario aujourd'hui, d'abord avec les guerres contre les Iroquois. Hein. Et ça, tantôt, je parlais justement c'est qu'il a obtenu la permission, mais il y avait une condition à ça d'établir une colonie, c'était de faire la guerre, en fait, aider les alliés montagnais, Algonquins, Hurons, contre les Iroquois, parce que les Iroquois, eux, attaquaient tous leurs voisins pour les tenir le plus faibles possible. Donc, c'était ça. Donc, et il a passé un an dans le pays des Hurons, d'ailleurs. Tout de suite après une guerre, il avait été blessé et tout ça. Donc, ça aussi, il a adoré le territoire. Hein. Il en a profité pour faire visiter beaucoup de visites pendant c'est-à-dire des visites de différentes tribus. Donc, il a découvert, lui aussi, beaucoup de choses. Quelles étaient ses relations avec les Autochtones? Il y avait beaucoup de respect pour les Autochtones. Et il a toujours essayé de... D'ailleurs, c'est pour ça qu'il avait confiance en lui. Hein. Par exemple, les Hurons, à un moment donné, ils le rencontrent sur l'île de Montréal. Eux, les Hurons, ils venaient du lac Huron, donc la baie Georgienne. Et ils lui ont dit, écoute, nous, on veut commercer uniquement avec toi parce que tu respectes nos coutumes. Donc, et ça venait des chefs Hurons. Et les Algonquins, c'est la même chose. Hein. C'est avec Champlain. Parce que les envoyés des compagnies, là, ceux qui allaient chercher, ceux qui allaient finalement envoyés par les compagnies maritimes et tout ça, ils allaient chez eux, mais il n'y avait aucun respect pour lui. Pour eux, il les forçait souvent, il leur donnait beaucoup moins. Donc, et Champlain, lui, c'est ça, le respect, et je pense qu'ils lui ont rendu beaucoup ce respect-là aussi. Ouais. Ce manuel-là ici, ce livre-là, vous voulez faire quoi avec? Vous voulez le présenter dans différents salons? Avez-vous déjà commencé à le faire? Bref, c'est quoi l'histoire de vie de ce roman? Oui, en fait, je suis déjà allé à Québec. Là. Il y avait eu le Salon du livre de Québec. Je fais plusieurs expositions aussi locales. Je vais aller à Sherbrooke cet automne. Donc, mais il y a beaucoup d'expositions locales. Je fais beaucoup de conférences, surtout ça, les conférences historiques, là, sur Samuel de Champlain. J'en ai 3 actuellement. J'en ai d'autres de programmés pour l'automne et tout ça. Jusqu'en janvier prochain, j'ai des conférences sur Samuel de Champlain. Mais il y a aussi les Patriotes là, aussi, qui sont très, très populaires aussi là, dans la région surtout. Donc, avec les conférences, je dois dire, ça fait une belle diffusion. Bon, c'est inscrit roman jeunesse à l'arrière ici. Ouais. Mais le public adulte aussi peut très bien apprécier là, ce livre-là. Ah, absolument. À Québec, en fait, il y a un jeune qui l'a acheté. Et les 25 que j'ai vendus, c'est des adultes. Des adultes. Parce qu'en fait, ils veulent pas... souvent, les gens veulent pas de grosses briques. Hein? C'est surtout ça. Ils veulent avoir une histoire assez concise, qui vont s'amuser. Hein. C'est un roman d'aventure. Hein. Sa vie est une aventure, hein, Champlain. Est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu romancées ou un peu arrondies pour les fins d'histoire? Ou... Bien, possiblement, mais Champlain, sa vie est tellement complète, tout ce qu'il a fait ici, là, qu'on n'a pas besoin d'abord d'ajouter de personnages. Hein. C'est souvent ce qu'on est obligé de faire, souvent dans un roman historique, parce que sinon, pour que l'histoire se tienne, un peu, mais il n'y a aucun personnage d'inventé. Ils sont tous là. Et Champlain prend beaucoup d'espace, hein, c'est sûr, parce que d'abord, c'est lui le héros, mais c'est lui qui... Il était, de 1603 à 1635, il était omniprésent. Il a fait 21 voyages sur l'Atlantique sans gros dommages. Et ça, c'est intéressant, là, c'est quand même 21 voyages avec son capitaine, Pont-Gravé, là, qui est devenu son ami au cours de 1603 jusqu'à sa mort, finalement. Ils étaient 2 amis.
Et c'était... Pont-Gravé est très peu connu, hein, le capitaine, mais c'était un de ses... En fait, sans lui, il se demandait si... est-ce que j'aurais réussi? Tu sais, il y avait beaucoup de soutien. C'est ça qui est intéressant. Mais on regarde ça aujourd'hui d'une perspective 2023 où on a des GPS à portée de main comme ça. Donc, on se dit, dans ces années-là, comment on arrivait à naviguer à partir du point A, arriver au point B. Il ne pouvait pas prévoir il pouvait deviner peut-être qu'il y aurait du mauvais temps ou une tempête, mais des fois, les voyages duraient 3 mois. Hein. Il y a eu le temps dans ses voyages d'écrire 4 livres, d'ailleurs. Hein, donc, il ne pouvait pas, je me demande... Ça ne vit pas au même rythme que nous, disons. Ah non, exactement. Et ce qui est intéressant avec Champlain, c'est qu'il devait négocier beaucoup avec les tribus, hein, les peuples amérindiens de l'époque. Mais quand il allait en France, c'était aussi une négociation peut-être même plus difficile encore. Ouais. Parce que les marchands, compagnies de navigation étaient la plupart des protestants, des huguenots, hein, puis c'était pas loin de la guerre de religion en France qui a duré peut-être un siècle. Et ils refusaient de transporter les catholiques, hein, parce qu'ils disaient qu'ils portaient malheur. Voyez, donc, c'est pour ça que la population a augmenté très, 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 très lentement en Nouvelle-France à cause beaucoup de ça. Donc, il était visionnaire parce qu'il voulait un pays francophone en Amérique. Ouais. Il avait un certain doigté, visiblement, à entretenir de bonnes relations avec les Autochtones et aussi le milieu des affaires. Bon, on comprend qu'il avait un bon navigateur également, dont personne ne parle, ce que vous dites aussi un peu. Ouais. Mais c'est un pan de l'histoire de l'Amérique du Nord qui est hyper majeur. Et qu'est-ce qui reste de Samuel de Champlain aujourd'hui? Plein de choses. Ah oui, il reste nous, comme peuple, dans le fond. Hein? Sans lui, on n'existerait pas. C'était... quand il est mort, il y avait 200 personnes, plus ou moins, en Nouvelle-France. Presque. Mais après une trentaine d'années, là, c'est fou, hein, de 1608 à 1635, 200 personnes qui étaient ici. Il y avait eu quelques bébés. J'en parle, d'ailleurs, les bébés qui sont nés en 1621, je crois. Donc, c'était... il était d'une... C'est ça, il était visionnaire, mais il était patient. Hein. C'est un gars qui lâchait pas. Et c'est ça, je pense qu'il devait être hyper actif dans la vie. Donc, un nouveau livre pour l'auteur joannais Viateur Lefrançois, c'est Samuel de Champlain, le visionnaire, donc disponible bien sûr dans toutes les bonnes librairies. Et qui sait, peut-être dans un prochain salon du livre où vous allez tomber sur Viateur Lefrançois. Le prochain ouvrage, c'est pour quand et ça sera sur quoi? L'ouvrage va se passer à Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Athanase et tout ça, en grande partie. Et ça va se passer entre les années 1832-1843. On commence avec, à l'époque, le choléra. Après, c'est le creusage du canal de Chambly, le premier train entre Saint-Jean-de-la-Prairie. Tous mes personnages vont graviter autour de ça. Et bien sûr, les patriotes, parce que c'était la grande époque. Donc, c'est intéressant. C'est d'ailleurs les éditions Charlevoix qui vont le publier aussi. Viateur Lefrançois, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Vous le savez, à chaque année, le Fonds Claude Raymond décerne le prix de l'athlète féminine et masculin de l'année. Bon, au cours des dernières années, il y a bien sûr la plongeuse Aurélie Rivard qui a remporté ce titre pendant 8 années consécutives. Elle a finalement été détrônée par notre prochaine invitée, qui s'appelle Rosalie Mercil, joueuse de basketball, et c'est elle l'athlète féminine de l'année.
Bonjour et bienvenue, félicitations. Bonjour, merci beaucoup. Qu'est-ce que ça te fait de succéder à Aurélie, là, qui a trôné pendant plusieurs années? Mais Aurélie Rivard, dans le fond, elle a été là, vous voyez, pendant 8 ans, mais ça fait 8 ans aussi que je participe au Fonds Raymond. Ouais. Donc, je la voyais vraiment comme une modèle. Elle était pas toujours là parce qu'elle avait toujours des compétitions, des trucs comme ça, mais sa sœur était là aussi. Je sais que les deux étaient étaient bonnes dans leur speech. Donc là, j'étais comme, wow, OK, elles sont bonnes au basket, elles sont capables de bien parler, tout ça. Donc, c'était un peu, ça a été des modèles pour moi. Donc, oui. Bon, tu dis à quelques reprises, effectivement, elle n'était pas là parce qu'elle avait des compétitions. Ouais. Mais tu sais, je regarde ton parcours d'avant aujourd'hui et ton parcours de ce qui s'en vient. Là, on est presque chanceux que tu sois à Saint-Jean aujourd'hui. Là. Oui, c'est ça. Dans le fond, je suis vraiment entre les deux. Donc, je viens tout juste de terminer le cégep puis il y a environ 5 jours. Puis ensuite, là, je me prépare. Donc, je m'entraîne puisque là, je quitte pour, en fait, l'équipe canadienne bientôt dans un mois. Après, quand je reviens, je prépare, je fais mes bagages puisque là, je vais déménager aux États-Unis. Donc là, c'est sûr que ça va être le gros changement qui s'en vient. Explique-nous un peu ton parcours. Qu'est-ce qui fait que tu es tombé dans le basketball? Oh my God! Ben ça, c'est sûr que c'était un addon. Parce que, dans le fond, j'ai tout fait les sports. Dans le fond, ça peut être la natation, j'ai fait le handball. J'étais très bonne dans le handball aussi. Puis, vous voyez, ça ressemble un peu au basket, le handball. Et puis, un jour, une de mes amies m'a juste dit « Hey, peux-tu venir à ma pratique du civil en basketball ce soir? » Là, j'étais comme « OK, moi, ça me dérange pas. On va s'amuser. » C'était ma bonne amie. Donc là, finalement, elle m'a dit, avant la pratique, 1 heure avant la pratique, elle me dit « Je pourrais pas être là. Je pourrais pas être à la pratique. » Donc là, je me rappelle dire à ma mère, je veux pas y aller. Je pense pas que ça va être le fun. Mon ami va pas être là. Finalement, je suis allée. Ma mère m'a dit, non, vas-y quand même. Tu vas voir, tu vas peut-être aimer ça. Puis finalement, je suis allée. Puis j'ai adoré ça. Puis je me rappelle, j'avais des frissons à chaque fois que je voulais, que j'avais une pratique le soir. Et puis là, ça a continué comme ça. J'ai fait l'équipe Rive-Sud. Je suis allée en sport-études. Puis ça grandissait. Et puis, à un moment donné, quand j'ai fait l'équipe canadienne, l'équipe du Québec, ben là, c'est que j'ai réalisé que, wow, je pourrais aller aux États-Unis, avoir une bourse, avoir un scholarship, puis que tout est payé. Donc là, c'est sûr que c'est le fun, ça, mais c'est ça mon rêve. Mais bon, il y a énormément de travail dans ce que tu fais, mais il y a forcément aussi un talent, là. Ouais, Une dans facilité, les sports, un talent. Oui, je pense probablement que tu es bonne dans les sports en général. Ouais, c'est ça. Probablement que le basket, chez toi, ça résonne peut-être plus qu'un autre sport. Est-ce que tu le sais pourquoi? Je dirais que... Ben en fait, je suis bonne dans tous les sports, que ce soit comme la course, tous les sports. Mais le basket, je m'amusais. Donc, le fait de m'amuser dans un sport où j'étais bonne à la base, c'est sûr que c'est la recette gagnante, là. Donc, je pense vraiment que c'est ça. C'est le plaisir que j'avais à jouer au basket. C'est quoi les attributs aujourd'hui pour être un bon joueur ou une bonne joueuse de basketball? Je m'explique. Quand on regarde le basket à la télé, que ce soit les gars et même les filles, c'est souvent des gens qui mesurent 5 pieds 10 en montant, même chez les filles. Oui, vraiment. T'es grande, mais t'es pas extrêmement grande non plus. Donc, mais tu tires ton épingle du jeu. Oui, OK. Donc, moi, je mesure 5 et 8. Ouais. Et puis, à ma grandeur, il faut vraiment que tu sois bonne pour, on appelle ça shooter de loin. Donc là, les 3 points, vous voyez, un lay-up, une fille qui mesure 6 pieds va faire un lay-up qui vaut 2 points. Tandis que moi, je peux faire un lancer qui vaut 3 points. Donc là, il y a différentes choses. Il en faut de toutes les sortes, par contre. Il en faut des petites, des grandes, des rapides, des moins vite. Oui, dans une équipe, ça en prend... C'est la variété. Oui, la variété. Je dirais pas qu'il y en aurait 4 dans mon équipe de ma grandeur. Ça, c'est pas vrai. Il y en a pas. Il y en a environ 2. Rendu au niveau, là, je parle. Mais dans les riverains, comme je parle au cégep, on était environ toute ma taille. Donc, qu'est-ce qui m'a différencié des autres avec ma taille? J'avais un bon pourcentage de shooting. Donc, mon shooting était excellent. Mais aussi, c'est ma hargne, mon vouloir. Donc, j'étais bonne aussi en défense. Normalement, les filles, c'est rare de trouver une fille qui est bonne en défense, qui veut la balle, qui a des bons, on appelle ça des bons handles, mais un bon dribble. Dans le fond, au Québec, j'étais un all-around player. Puis rendu, quand j'ai évolué au plus haut niveau, donc avec l'équipe canadienne, tout ça, je me suis plus développée en me spécialisant en shooting. Donc, oui, parce que rendu à un haut niveau... Donc, mesurer 5 pieds 8 chez une fille au basket, c'est pas un handicap. C'est pas un handicap. Non, vraiment pas, parce que dans mon équipe, même au niveau olympique, là, je suis pas encore rendue là, mais je pratique avec elle, donc je veux les voir.
Il y en a 5-3, là. Ah ouais, ah ouais. Ouais. Mais comme je vous dis, il n'y en a pas 6, là. Non, je Il y en a comprends. environ 3. Puis, non, 5-3. Il y a une fille du Québec, en fait, qui est très bonne, Sarah Tibiassou. Puis, elle mesure environ 5-3, 5-4. Puis, elle est excellente. Elle joue aux États-Unis aussi. Puis, ouais. Bon, mais explique-nous un peu. Bon, tu as dit que tu as eu du sport-études. Ouais. Ça, c'était au secondaire. Ouais, secondaire. De secondaire 1 à secondaire 5. Tu Il y en étais a où, pas. toi? Ben moi, j'ai toujours habité à Saint-Jean, donc je suis allée à Marguerite-Bourgeois. Ouais. Ensuite, ben, le Marguerite-Bourgeois va à Joséphine-Endurant. Puis, dans le fond, c'est ça. Secondaire 1, 2, Marguerite-Bourgeois. 3, 4, 5, Joséphine-Endurant. C'était du sport-études basket ou du sport-études? Basket. Basket. Ouais, spécialisé OK. dans le basket. Dans ma classe, il y avait de la natation, il y avait une concentration football. Nommez les sports soccer, hockey, OK. tout ça, ils avaient tout. Bon. Là, tu rentres au cégep. Bon, premièrement, tu étudies en quoi au cégep? Là, je suis en sciences humaines individu. J'ai mon diplôme, mais par la suite, à l'université, je m'en vais en business. OK. Ouais. Bon. Et là, au cégep, tu as fait partie de l'équipe des géants parce Oui. que tout ce qui est sport au cégep s'appelle géant. C'est pas juste le football, c'est aussi le basket et Oui, les autres faut le sports. mentionner. C'est quoi le calibre de jeu au collégial? C'est sûr qu'il y a une grosse différence, mais ça dépend avec quoi qu'on le compare. Si on le compare avec l'équipe canadienne, c'est sûr qu'il y a quand même une grosse différence. Juste en donnant un exemple, avec l'équipe canadienne, je monte la balle de temps en temps. Ben ici, je monte la balle presque tout le temps. OK. Pourquoi? La vitesse. J'étais un peu moins vite rendu au Canadien, mais ici, C'est là que tu continue. la sens, la différence. Ah, ben oui, là. je la vois, je la sens. Puis je peux aussi voir la différence, disons, quand que je pratique avec les géants toute l'année. Puis là, je fais 2-3 pratiques avec l'équipe canadienne à Toronto. Ben là, il va falloir que je m'ajuste rapidement parce qu'il faut que je change ma vitesse de jeu. Mais est-ce que c'est difficile, ça, sur le psychologique, d'un côté, d'être probablement la meilleure de son équipe, puis là, oups, de tomber que tu n'es pas la meilleure de l'équipe. Tu es une bonne, mais tu n'es pas la meilleure. Est-ce que ça, c'est dur, ça? C'est sûr que c'est difficile. Ça a été plus difficile au début quand que je voulais avoir, disons, un certain rôle. Comme, disons, monter la balle. Moi, je pensais que non, j'allais avoir le même rôle aux géants qu'avec l'équipe canadienne. Mais non, il faut que tu acceptes ton rôle. Dès que tu as accepté ton rôle dans ton cœur, dans ta tête, là, tu es comme en paix, mais il faut que tu excelles dans ton rôle. Donc, Quelles sont les distinctions que tu as reçues à ce jour, là, depuis que tu es dans l'univers du basket? As-tu collectionné les médailles, les distinctions, les trophées, les honneurs? ben, c'est sûr que j'en ai pas mal parce que, dans le fond, je les collectionne aussi. Là. Je pense que c'est il y a 2 ans, j'ai changé ma chambre, puis je me suis racheté une tablette. Parce que là, à un moment donné, ça traînait. Fait que je me suis acheté une tablette, mais juste le voir, puis les prendre, puis les accrocher, ben, je peux les voir à chaque jour. Je me réveille, puis je les vois, puis c'est sûr que ça fait du bien les voir. Mais j'en ai quand même pas mal, là. Mais ma plus grosse, je pense, c'est les Jeux du Commonwealth. Ça, c'est une médaille d'or aux Jeux du Commonwealth. C'est la prochaine. C'est l'étape avant les Jeux olympiques, là. Juste avant. Ouais, Bon, tu as été aussi nommée joueuse par excellence, Division 1 du circuit collégial québécois. ouais, c'est ça. Quand même pas rien. Ouais, c'est correct. Les Jeux du Commonwealth. Ouais. Mais là, ultimement, la prochaine étape pour toi, c'est quoi? Ben là, on va commencer par mon université. Donc là, vu que je commence, je vais essayer d'avoir un bon rôle là-bas, beaucoup de temps de jeu, mais c'est difficile en tant que freshman. Freshman, c'est une première année, on appelle ça aux États-Unis. Puis si j'ai des bonnes minutes, puis je continue à m'améliorer, ben là, c'est l'équipe canadienne. Senior, parce que là, j'ai fait le U23. J'ai pratiqué 2 fois avec le senior. Le senior, c'est les Jeux olympiques. OK, donc, ceux que nous, on voit aux Olympiques d'été en basketball, Ouais. l'équipe canadienne, là, Ouais, c'est les seniors. par rapport à toi, ils sont où, là? C'est quoi C'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape. La prochaine étape. Donc là, l'année passée, j'ai fait le U23 canadien alors que j'avais 19 ans. Donc ça, j'avais comme 4 ans, 5, tu sais, vous comprenez, faites les mathématiques. J'étais vraiment dans les plus jeunes. Je pense que j'étais Ouais. la plus jeune. Puis mon but, c'est d'avoir... Ben, j'ai pas Ouais. tant joué, là. C'était vraiment plus difficile. C'était plus au niveau... je vais être une éponge, je vais absorber toutes les formations pour m'améliorer. Et puis, si je performe très bien dans le U23, c'est sûr que j'ai ma place dans le senior. Donc là, le senior, c'est l'équipe olympique. Puis là... Et l'équipe olympique, les filles, ils ont quel âge là-dedans? Ah, j'ai pratiqué, parce que j'ai pratiqué avec elle aussi en février. Puis il y avait la plus vieille, je pense qu'elle avait 32 ans. OK. Donc, tu sais, 10, 12 ans de différence quand même. Entre 20 et 32, là, c'est pas mal la 32, mais je fourchette, là. pense que Ouais. tu pourrais même 35. Parce que les filles jouent pro, là, c'est ça qu'ils font de leur vie.
OK. Donc, Et là, dans le fond, là, tu as obtenu une bourse dans une université américaine, je pense que c'est au New Jersey. exact. Qu'est-ce qui fait que tu t'en vas aux États-Unis pour mieux revenir au Canada? C'est quoi la stratégie là-dedans? Là? OK. Ben, je vais aux États-Unis, premièrement parce que au Canada, on n'offre pas de full scholarship. Donc, ils vont tout payer pour mes études. Au Canada, ils n'ont pas le droit de faire ça. Je pense qu'il y a des règles. Parce que tu as une bourse, là. Ouais, là, j'ai une bourse. Là, je dépense pas un sou là-bas, là, à part si je veux m'acheter d'autres affaires. Là, mais vraiment, au niveau école, les livres, la nourriture et même le logement est payé. Donc, il n'y a pas ça au Canada. Donc là, je voulais faire ça. Aussi, ben, c'est l'expérience. La NCAA est une des plus grosses ligues. La ligue qui est avant le pro, être pro, c'est un emploi. Donc, si je performe bien dans la NCAA, ça pourrait changer mon futur puis peut-être être mon emploi. Donc, c'est peut-être ça que je veux voir, là. OK, tu as comme 2-3 rêves en même temps. Oui, c'est ça. Celui de faire partie de l'équipe canadienne pour les prochains Olympiques. Exact. Mais aussi celle d'être une pro et de gagner ta vie avec ça. Exact, oui. Et ça se passe plus aux États-Unis, forcément. Oui. C'est là qu'on va vraiment se développer, puis le calibre est très différent. Mais qu'est-ce qui fait que tu as eu une bourse de l'université Monmouth du New Jersey? En fait, c'est quand on parle de nous. Il faut qu'au Canada, il faut que ça parle de nous. Dans le fond, quand j'ai fait l'équipe canadienne, Rosalie, c'est qui Rosalie? Là, j'avais bien performé dans le U19. Donc là, les gens commencent à nous connaître. Ton nom a circulé. Oui, le nom a circulé. Mais j'ai aussi fait Key Honors. Là, je vais vous expliquer parce que là, ça devient compliqué. Key Honors, c'est la seule équipe AYBL, Elite Youth Basketball League. Puis ça, c'est la plus grosse ligue. Le fils de LeBron James joue dans cette ligue-là. Là. Puis je l'ai vu, LeBron James, en vrai, je capotais. Non, mais vraiment, c'était quelque chose. Puis quand j'ai fait cette ligue-là, tous les grands joueurs sont là. Puis toutes les universités sont là. Puis ils regardent tous les matchs. Donc là, je me suis fait voir aussi à ce moment-là. Le cégep fait aussi des tournois aux États-Unis. Donc, non, c'est se faire voir. Il faut que ça parle de toi. Là, on parle de toi aujourd'hui. Félicitations, bravo, bonne Merci. continuité, bonne chance pour la suite. Et là, vous allez pouvoir mettre un nom et le visage, Rosalie Mercil. Je pense qu'on va la revoir. Merci. Merci à vous. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Première semaine de juin, transport urbain gratuit pour les utilisateurs ou ceux qui sont admissibles au transport adapté. C'est la Semaine nationale des personnes handicapées. Donc, c'est le petit geste que pose la Ville de Saint-Jean pour cette semaine-là. À demain. Bye-bye.